Chers amis, shalom. Shalom, encore une fois, on se retrouve dans le cadre de Merkaz Atid Israël pour parler d'histoire, pour faire cela de manière actuelle. C'est en tout cas la manière dont j'essaie de le faire. C'est pour ça que cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, Bezrat Hashem, ce sera une sorte de trilogie qui sera consacrée à l'histoire, pas seulement de la Shoah, vu que c'est la semaine de Yom HaShoah, Ve'ha Gvura, commémoration de la Shoah et de l'héroïsme. On va voir pourquoi est-ce que ces deux choses vont ensemble, mais aussi voir comment est-ce que on construit c'est fait, véritablement, c'est bâti la mémoire de la Shoah en Israël. On va commencer par le voir, c'est pas une chose euh, très simple, vu que pour citer un historien, il a dit que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'indépendance, véritablement, aucune décision en Israël n'a été prise sans qu'elle soit prise sous à l'ombre de la Shoah, sous l'influence de la Shoah. Ce n'est pas forcément que la Shoah a motivé telle ou telle décision, mais effectivement, c'est perçu comme un événement central de l'éthos juif, de l'éthos israélien, et pour cause. Et c'est pour ça que ça a aussi donné lieu à pas mal de débats. Comment commémorer, quand commémorer, où commémorer, etc., etc. Et on va essayer de voir. Mais d'abord, commençons par voir quelles sont les dates. Les dates aujourd'hui en Israël, on commémore la Shoah durant deux dates à laquelle est venue s'ajouter une troisième il y a quelques années. La première date, c'était le 10 Tevet. Le 10 Tevet, ce qu'on appelle Yom Akadish Aklali. Le 10 Tevet, qui est aussi un jour de jeûne, qui est aussi un jour où on commémore le début du siège de Jérusalem à l'époque fin du premier temple par Nabuchodonosor. Deuxième chose, on marque aussi le décès de Ezra Asopher et aussi la traduction du Chumash en grec, ce qu'on appelle la Septuaginta, la traduction des 70, des 70. Et c'est véritablement le jour du début de la destruction, du début de la galoute, début de l'exil à l'époque du premier temple, à laquelle le rabbinat, vers la fin des années 40, en Israël, a ajouté une signification supplémentaire qui est celle de la commémoration des Juifs, des 6 millions de Juifs qui ont péri pendant la Shoah, et aussi pour tous ceux qui ne savent pas, comme la majorité des personnes ayant des proches qui ont péri dans la Shoah, eh bien, de dire ça, qu'ils disent le Kaddish pour leurs proches à cette date, le 10 Tevet. Deuxième date qui a été choisie, c'est le 27 Nissan. Pourquoi le 27 Nissan? Parce que c'est proche du jour du début de la révolte, du soulèvement du ghetto de Varsovie. Le soulèvement n'a pas eu lieu le 27 Nissan, le soulèvement a eu lieu le 13 Nissan, mais le 13 Nissan, c'est la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les nazis voulaient anéantir le ghetto le jour de Pessah, qui était à l'époque le 20 avril, donc la veille qui a commencé la révolte du ghetto de Varsovie, on va en parler. C'est la date qui a été choisie, la seconde date qui a été choisie par la Knesset pour célébrer le Yom HaShoah Ve'ha Gvura, jour de la Shoah et de l'héroïsme. Troisième date qui est venue s'insérer beaucoup plus tard, qui est une date qui a été choisie par les nations du monde, qui est le 27 janvier. Le 27 janvier, pourquoi est-ce que cette date a été choisie? Eh bien, parce que c'est le jour de la libération de Auschwitz. Par qui? Par les forces de l'armée rouge
le 27 janvier 1945. Il y avait encore beaucoup de juifs. À l'époque, à Auschwitz, non, pas vraiment. L'énorme majorité était déjà, pour ceux qui restaient en vie, eh bien, ont été emmenés dans ce qu'on appelle la marche de la mort. Mais cela dit, ça a quand même une signification symbolique. Donc, on a trois dates. Chacune est porteuse d'un sens profond. Les trois sens se recoupent en partie. En partie peuvent être contradictoires, mais cela dit, on va en parler surtout des deux sens, des deux premières dates qui ont été choisies en Israël par la Rabbanout, par la Knesset, dans les années 40 jusqu'en 1951, quand a été définie, votée par la Knesset, la date du 27 Nissan. D'Istevet, on revient. La Rabbanout, avec à sa tête le Rav Yitzhak Isaac Herzog et le Rav Meir Chai Uziel, Rishon LeZion, a commencé à se préoccuper de la mémoire de la Shoah en janvier 45. C'est-à-dire même avant encore la libération d'Auschwitz, avant la défaite totale de l'Allemagne, eh bien déjà, la Rabbanout se réunissait pour débattre de la question comment est-ce qu'on va commémorer cette chose qui à l'époque venait juste d'être appelée la Shoah, mais même à ce sujet, il y avait encore des discussions. Comment est-ce que ça appeler ce génocide, cette extermination de masse unique dans son histoire, dans l'histoire humaine. Et plusieurs dates étaient proposées. Le 9 Av, la veille du Rosh Chodesh Nissan, etc. On proposait aussi de faire un jeûne. On proposait aussi d'écrire ce qu'on appelle la Megillat Europa, comme après Hanouka a été écrite la Megillat Antiochus, qui relatait de tous les faits qui s'étaient passés autour de Hanouka. Eh bien, on pensait aussi écrire le rouleau de la Shoah, le Megillat Europa, qu'on lirait le jour du jeûne. On pensait aussi où célébrer cela, où commémorer, où se réunir. Yad Vashem n'existait pas encore à l'époque. Alors on proposait le Har Tzion, on va en parler demain, le mont Tzion, où se trouvait ce qu'on appelle le Martef HaShoah, la cave de la Shoah, qui était une sorte de, pas vraiment une musée, mais une place de commémoration de la Shoah. On va aussi en parler demain. Be'ezrat Hashem. Cela dit, pour finir en 48, après main, débat et aussi cérémonie. Par exemple, une des cérémonies, c'était de partir de Jérusalem, d'aller en marchant des centaines de juifs, de rabbins, de dignitaires, etc. Vers où? Vers le tombeau de Rachel Imeinu. Pour finir, après pas mal de discussions, on est tombé d'accord. Pourquoi? Sur quelle date? On est tombé d'accord sur la date du 10 Tevet. Parce que des Chachamim se sont opposés à faire un jeûne une autre date, d'autres se sont opposés. Menachem Begin, par exemple, il proposait le 9 Av. Il y avait une dizaine de dates qui étaient proposées. Pour finir, celle qui a fait presque l'unanimité, c'était le 10 Tevet, et le Rav Arashi, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Herzog, qui a remplacé en 1935, après le décès du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, à la place du grand rabbin alors de Eretz Israël après 48, de Médinat Israël, de l'État d'Israël, eh bien, il a dit, pour justifier ce choix, il a dit, écoutez, c'est le 10 Tevet, c'est le début du premier Khurban, c'est le début de la première
destruction du temple et exil et destruction d'une partie du peuple juif. Et le 10 Tevet, ce sera aussi le jour choisi pour célébrer la dernière destruction, le dernier Khurban du peuple juif, à savoir la Shoah des Juifs d'Europe. Et c'est pour ça que cette date a été choisie et on l'a appelé, comme on l'a dit, le Yom HaKadish HaKlali. Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général. Maintenant, quel est le problème? C'est que, comme on dit, ça n'a pas pris, ça n'a pas accroché. Le peuple, on n'était pas beaucoup encore à l'époque à Eretz Israël, on était moins d'1 million, eh bien, n'a pas trop adhéré à cette date. Bien entendu, elle est célébrée par des millions, par des centaines de milliers de juifs, etc., qui y voient un jour grande signification, mais les grandes masses ont eu de la peine à y accéder. C'est pour ça que la Knesset, pendant beaucoup de mois, a débattu d'une autre date. Et pour finir, elle a choisi la date du 27 Nissan. Pourquoi 27 Nissan? Parce que c'était la date la plus proche d'un côté de la révolte du ghetto de Varsovie, et d'un autre côté, c'était pas la veille de la fête, c'était pas pendant la fête de Pessah, c'était avant le jour d'indépendance. Donc ils ont cherché, il y a eu beaucoup de choix qui étaient proposés. Il y a les protocoles qui peuvent être consultés. Déjà des recherches ont été, là je tiens une recherche qui a été écrite à ce sujet du docteur Shmuel Katz, ce sujet des livres qui ont paru. Je vais vous montrer quelques-uns, peut-être pas le plus recommandé, mais pour des raisons idéologiques, pas le plus recommandé, qui était écrit par un nouvel historien, ce qu'on appelle Tom Segev, le 7e million, mais mais qui a la chance d'être aussi traduit en français. Je le tiens là, son exemplaire français, le 7e million. Encore une fois, c'est un livre discutable, mais en tout cas, pour certains détails, c'est très, très intéressant. Peu importe, la Shoah et l'histoire de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, c'est un des sujets les plus recherchés, les plus fouillés en Israël. Peu importe, le fait est que en 1951, la Knesset choisit comme date de commémoration de la Shoah le 27 Nissan. Maintenant, pourquoi est-ce que ce 27 Nissan cette date était choisie? Parce qu'il importait de faire, de commémorer et d'insérer dans cette commémoration pas seulement l'état de victime du peuple juif, pas seulement son statut véritablement comme on disait à l'époque, de ceux qui allaient à l'abattoir, mais de mettre en avant le statut d'héroïsme. Le statut d'héroïsme dans le sens le plus simple du terme, c'est-à-dire pas seulement l'héroïsme des Juifs et qui allaient aux chambres à gaz en récitant Anima Amin, ou comme Menachem Begin le raconte sur son père, ses parents, ses frères et sœurs qui ont été exterminés et qui allaient à la mort en chantant Anima Amin. Pas seulement en récitant Shema Israël, en disant le vidouille, pas seulement, c'est-à-dire l'esprit droit, ferme, cassé physiquement, mais spirituellement, fidèle et loyaux à notre héritage, mais héroïsme dans le sens le plus simple du terme, c'est-à-dire les armes aux mains, les armes à la main. Et pour cela a été choisi
la date la plus proche possible du début du soulèvement au ghetto de Varsovie. Maintenant, il faut savoir que quelle est la signification de ce soulèvement? Ce n'était pas juste un soulèvement parmi beaucoup d'autres, tout le monde se soulevait, etc. Ici, à droite, les Juifs, les prisonniers de guerre, les Russes, les Français. Non, non, non. C'était véritablement, il faut savoir on va parler un peu de détails quand même, parce que j'imagine qu'il faut un peu se rafraîchir la mémoire aussi à ce sujet, mais c'était un acte unique, pas seulement pas seulement parmi les Juifs d'Europe, et c'était pas seulement la révolte la plus exaltante, la plus longue et qui a infligé le plus de pertes à la bête nazie, mais c'était véritablement quelque chose d'unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On compte des millions de prisonniers de guerre soviétiques, par exemple, ou des centaines de milliers de prisonniers de guerre d'autres pays, France, Belgique, Hollande, Pologne, etc. Bon, bon. Euh, et des gens qui savaient tenir l'arme, qui savaient combattre, qui ont fait leur service militaire. On ne recense pratiquement aucune révolte parmi ces personnes. Ils étaient des centaines de milliers. Dans des camps, ils étaient des milliers où ils étaient gardés par un nombre bien moindre de soldats de la Wehrmacht ou des SS. Et on ne connaît pas, ou très très rare, des cas de révolte. Certainement pas de telle masse. Et là, vous trouvez un ghetto dont la majorité des Juifs ont déjà été exterminés, ont déjà été déportés vers Treblinka. Ça a commencé en été 42. Et puis, encore une fois, une deuxième action de déportation que les nazis ont entrepris en janvier 43. Et puis, cas unique, le ghetto commence à s'organiser, à bâtir des bunkers souterrains, à acheter des armes, à acheter des munitions, se ravitailler en nourriture et faire des dépôts de nourriture avec, encore une fois, chose unique, la coopération des plus de 50 000 juifs qui restent encore, qui sont en vie dans le ghetto de Varsovie. Dans chaque maison, il y a une cachette qui est organisée, il y a un petit bunker qui est fait. Euh, et jusqu'à et puis c'est pas seulement une organisation juive qui se prépare, mais c'est deux organisations militaires juives qui se préparent parallèlement. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais les deux amassent des armes, de l'alimentation, les deux préparent des bouteilles Molotov, etc., etc. Et la première, c'est Eyal, Irgun Yehudi Lochem, qui appartient surtout au mouvement de Shomer HaTzaïr, avec à sa tête Mordechai Anielevitch. Irgun Yehudi Lochem, ça s'appelle l'organisation militaire juive. Et puis il y a parallèlement ATSI, Irgun Tzvaï Yehudi, organisation militaire juive. En français, en traduction, c'est presque la même chose. Mais c'est Irgun Yehudi Lochem. Premier, c'est organisation juive combattante, peut-être c'est plus précis. Et la seconde, c'est Irgun Tzvaï Yehudi, ATSI, organisation militaire juive qui, dont font partie les membres du Beitar, et à la tête se trouve Pavel Frankel. Ils sont mieux armés et ils mènent les deux, ils commencent les deux
le soulèvement la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est à Pessah de 1943 que les Allemands, Yemach Shemam Vezichram, ont prévu la dernière action d'extermination du ghetto juif avec la déportation de tous les 50-60 000 juifs qui y restaient. Et c'est à la veille de cette date que commence le soulèvement. C'est un soulèvement qui est unique. L'armée de résistance polonaise appellera ce soulèvement, pas soulèvement, mais elle l'appelle la guerre judéo-allemande. La guerre judéo-allemande. Pourquoi? Parce qu'ils y voient une guerre. Parce que c'est un soulèvement où prennent part maximum 700 juifs armés. Avec quoi? Avec des pistolets, avec des cocktails Molotov, avec les fusils mitrailleuses qu'ils arrivent à prendre aux nazis, à la Wehrmacht, au SS, à la Gestapo qui viennent les combattre. Mais ça dure presque un mois. Ça dure jusqu'au 16 mai. C'est-à-dire que les quelques juifs, quelques centaines de juifs du ghetto de Varsovie ont tenu tête aux Allemands plus que la France, 18 jours, plus que la Pologne, plus que la Belgique, plus que la Hollande, plus que pratiquement tous les pays conquis par les nazis. Presque un mois et ils ont tenu tête, et puis ça ne s'est pas terminé le 16 mai. Ça, c'est la date qui est fixée par les nazis quand ils disent voilà, ça c'est la fin du soulèvement. Mais c'est un soulèvement qui continue encore jusqu'en juin et même jusqu'en été 1943, c'est-à-dire il continue plusieurs mois. Pendant les premiers jours, il y a 2 drapeaux qui sont hissés sur la place Muranovska, où il y a le centre, où se trouve véritablement le centre de la révolte. 2 drapeaux. Un drapeau qui est Kachol Lavan, un drapeau bleu et blanc, et un autre drapeau blanc et rouge. Le premier drapeau, c'est un drapeau juif. Le deuxième drapeau, c'est un drapeau polonais. Pourquoi? Parce que, pour finir, l'armée polonaise, Armia Krajowa, comme on l'appelle, la résistance polonaise, a fini par soutenir les Juifs. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut dire que avec tout l'antisémitisme des Polonais, et qui est bien connu et qui, comment dire, que personne n'a oublié, c'est le seul pays qui a organisé une organisation de sauvetage des Juifs. Le gouvernement en exil polonais a organisé un mouvement qui était tenu par des non-juifs, qui s'appelle Żegota, et qui a sauvé plus de 10 000 juifs. Pendant cela, de sa propre initiative, la seule femme, Irina Sandler, qui était à la tête de ce mouvement, qui est une chassidat Umot Haolam, elle a sauvé des milliers, elle a fait sortir, fuir des milliers d'enfants juifs du ghetto de Varsovie en les cachant de telle ou telle manière, peu importe. Et ce qui laisse aussi, pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que ça laisse aussi comprendre pourquoi est-ce que la résistance polonaise, pour finir, était prête à venir en aide aux Juifs qui combattaient derrière les murs du ghetto de Varsovie, et pourquoi leur drapeau était aussi hissé en parallèle avec le drapeau bleu et blanc de la Renaissance juive, qui était hissé sur la place Muranovska. Pendant 4 jours, les nazis ont tiré de tout feu sur ces drapeaux et n'ont pas réussi à les abattre. C'était des drapeaux qui étaient ici sur le toit d'un des plus hauts immeubles sur la place. Ils n'ont pas arrêté à les abattre. Il y a un livre qui est apparu du professeur Moshe Arens, qui est plus connu pour le fait qu'il était le ministre de la Défense d'Israël, un personnage unique, absolument. On a eu la chance une fois de l'inviter pour qu'il nous parle de ses hauts faits
tant au ministère de la Défense, tant dans l'industrie de la défense israélienne, tant pour parler de son livre Dgalim Me'al Ghetto, drapeau drapeau au-dessus du ghetto, où il parle de la révolte du ghetto de Varsovie et de la part qui ont pris l'organisation, qui a prise l'organisation ATSI, Irgun Tzvaï Yehudi, des ressortissants du Beitar. Du Beitar. Donc, voilà, donc il y a un livre aussi qui est apparu à ce sujet au début des années 60 d'un écrivain américain juif qui est plus célèbre pour une autre de ses œuvres qui s'appelle Exodus. Léon Uris. Léon Uris, plus célèbre en effet pour son récit du début de notre indépendance et du bateau Exodus, mais qui a ensuite aussi écrit un livre qui s'appelle Mila, Mila 18. Pourquoi Mila 18? Parce que Mila, c'était la rue où se trouvait le bunker de Mordechai Nilevitch, Mila numéro 18, et qui parle de la révolte du ghetto de Varsovie. J'invite à lire ce livre et d'autres. C'est quelque chose qui a, on a beaucoup à apprendre de cela. Maintenant, mi-mai 1943, le ghetto est détruit par les nazis. Ils ne combattent plus les nazis. Ils vont en dynamitant maison après maison, par des lance-flammes, par des bombes, en essayant de jeter du venin dans les puits et dans les canalisations, en gazant. Mais cela dit, les Juifs passent d'un réseau à un autre et maintiennent le combat pendant un mois et même plus d'un mois. Et pour finir, Mordechai Anielewitch, avec la majorité de ses combattants et des combattants de l'organisation Atzir Guntzvai Yehudi, ils cèdent, ils sont abattus. Il y a quelques dizaines qui arrivent à fuir du côté libre de la ville, hors du ghetto, par la canalisation. Et Mordechai Anielewitch fait passer une lettre à Yitzhak Zuckerman, qui l'attend hors du ghetto, et où il lui dit quelque chose: écoute, nous n'avons pas combattu pour sauver nos vies, nous avons combattu pour sauver la dignité humaine. Nous n'avions pas le choix entre rester en vie et mourir, mais nous avions le choix de donner un prix à notre vie. Le ghetto a été rasé complètement. Rien n'est resté. En plus de cela, hors du ghetto, les nazis ont dynamité la grande synagogue de Varsovie qui se trouvait hors du ghetto. Mais la révolte du ghetto de Varsovie a servi d'inspiration ensuite au début de la révolte de la résistance polonaise en 1944. Oui, Ilan, tu écris, ça mériterait un film ou une série Netflix. Effectivement, il y a un film qui est sorti, je voulais même le mettre, mais après avoir vu quelques cadres, j'ai préféré, rester comme ça. Il y a beaucoup de livres à lire et à ce sujet. Et
et c'était une révolte absolument unique, unique en son genre, qui a ensuite véritablement aussi servi d'exemple de Messirut Nefesh, tant en Israël qu'ailleurs. En Pologne, les lettres de Mordechai Anielewicz ont été publiées dans leur presse en polonais. Ça a été publié en d'autres langues, ça a été d'ailleurs publié, écrit et imprimé, je crois, à la lettre de Mordechai Anielewicz à Grenoble, vers la fin de la guerre, dernières années de la guerre. Je ne sais pas comment c'est arrivé en France, mais bon. Et c'est pour ça que il importait tant à la Knesset et au jeune État juif qui commençait juste à, à, à faire un peu de l'ordre dans ce qui était dans sa renaissance, dans son histoire récente. Ça explique pourquoi on a fait ce choix, parce que ce n'est que de cette manière, en tant que victime d'un côté, mais en tant que héros dans le sens le plus littéral du terme, que le Yishuv et que le jeune État pouvaient se reconnaître. C'est cela qu'ils pouvaient commémorer. Ensuite, le temps passant, de plus en plus, eh bien, on acceptait aussi de célébrer cela, de commémorer cela, le 10 Tevet. Pourquoi? Parce que le 10 Tevet, la Shoah s'inscrivait dans l'histoire pas seulement moderne du peuple juif, mais dans l'histoire millénaire, dans l'histoire éternelle du peuple juif, comme l'a dit le Rav Isaac Yitzhak Herzog, c'était la fin de notre destruction, la dernière de notre Urban, avant notre renaissance. Et c'est pour ça que cette date a été choisie. Euh, et pour terminer, il y a une date qui est venue se joindre à cela il y a quelques années, le 27 janvier. C'est la date de libération du Auschwitz. Je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer le commandant russe qui a libéré Auschwitz véritablement. Bon, il est décédé il y a à peine quelques années. Il était en visite à Yad Vashem. Mais cela dit, il faut dire que cette date, à mon humble avis, elle est peut-être la plus maladroite et la plus injuste des trois dates, pour la simple raison, comme on l'a dit, chaque date porte un sens. Et cette date, les Juifs y apparaissent uniquement en tant qu'objet, tant de l'extermination par les nazis que de la libération par les Russes, qui, quand ils vont en direction de Berlin, eh bien, par hasard, sur leur chemin, ils trouvent Auschwitz, bien entendu. On ne laisse pas des poches ennemies sur nos arrières. Alors il faut conquérir. Alors ils conquièrent. Mais c'était pas leur but. Ça se trouvait sur la route. Bon, alors on occupe, on libère, et puis on continue. Donc célébrer, commémorer la Shoah en perpétuant la victimitude du peuple juif, en perpétuant son statut d'objet de l'histoire, d'objet d'égoïme, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de commémorer cet événement. Et je pense que c'est pas pour rien que le peuple juif et l'État d'Israël s'est uni autour de deux autres dates. La révolte du ghetto de Varsovie, qui parle de Shoah et de Gvura, de Shoah et d'héroïsme, et le Yom HaKadish HaKlali, le jour général du Kaddish général, le 10 Tevet, où on commémore de cette manière ce Khurban en l'insérant dans l'invincibilité et dans l'éternité véritable du peuple juif. Demain, Bezrat Hashem, on va parler d'un lieu très intéressant
qui n'est pas seulement un lieu, mais qui est un lieu de mémoire. Le musée qui a précédé Yad Vashem, qui s'appelle Martef HaShoah, la cave de la Shoah avec énormément d'histoires autour et qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui ne laisse rien à désirer à Yad Vashem. À demain, Bezrat Hashem. Kol Tov.